Bonjour, aujourd'hui un texte du Bric-à-Brac d'Alexandre Dumas. 2 infanticides. On s'est énormément occupé depuis quelque temps d'un animal de ma connaissance, pensionnaire du Jardin des Plantes, et qui a acquis sa célébrité à la suite de 2 des plus grands crimes que puissent commettre le bipède et le quadrupède, l'homme et le pachyderme, à la suite de 2 infanticides. Vous avez déjà compris que je voulais parler de l'hippopotame. Toutes les fois que quelque grand criminel attire sur lui la curiosité publique, à l'instant même on se met à la recherche de ses antécédents. On remonte à sa jeunesse, à son enfance. On jette des lueurs sur sa famille, sur le lieu de sa naissance, enfin sur tout ce qui tient à son origine. Et bien sur ce point, j'ose dire que je suis le seul en France qui puisse satisfaire convenablement votre curiosité. Si vous avez lu dans mes causeries l'article intitulé « Les petits cadeaux de mon ami Delaporte », vous vous rappellerez que j'ai déjà raconté comment notre excellent consul à Tunis, dans son désir de compléter les échantillons zoologiques du Jardin des Plantes, était parvenu à se procurer successivement 20 singes, 5 antilopes, 3 girafes, 2 lions, et enfin un petit hippopotame qui, parvenu à l'âge adulte, est devenu le père de celui dont nous déplorons aujourd'hui la fin prématurée. Mais n'anticipons pas et reprenons l'histoire où nous l'avons laissée. Le petit hippopotame, offert par Delaporte au Jardin des Plantes, avait été pris, il vous en souvient, sous le ventre même de sa mère. Aussi fallut-il lui trouver un biberon. Une peau de chèvre fit l'affaire. Une des pattes de l'animal, coupée au genou et débarrassée de son poil, simula le pis maternel. Le lait de 4 chèvres fut versé dans la peau et le nourrisson eut un biberon. On avait quelque chose comme 400 ou 500 lieues à faire avant que d'arriver au Caire. La nécessité où l'on était de tenir toujours l'hippopotame dans l'eau douce forçait les pêcheurs à suivre le cours du fleuve. C'était d'ailleurs le procédé le plus facile. Un firman du pacha autorisait les pêcheurs à mettre sur leur route en réquisition autant de chèvres et de vaches que besoin serait. Pendant les premiers jours, il fallut au jeune hippopotame le lait de 10 chèvres ou de 4 vaches. Au fur et à mesure qu'il grandissait, le nombre de ses nourrices augmentait. À Philae, il lui fallut le lait de 20 chèvres ou de 8 vaches. En arrivant au Caire, celui de 30 chèvres ou de 12 vaches. Au reste, il se portait à merveille, et jamais nourrisson n'avait fait plus d'honneur à ses nourrices. Seulement, comme nous l'avons dit, les pêcheurs étaient pleins d'inquiétude. Le pacha leur avait demandé une femelle, et au bout de 4 ans, au lieu d'une femelle, il lui rapportait un mâle. Le premier moment fut terrible. Abbas Pacha déclara que ses émissaires étaient 4 misérables qu'il ferait périr sous le bâton. Ces menaces-là en Égypte ont toujours un côté sérieux. Aussi les malheureux pêcheurs députèrent-ils un des leurs à Delaporte. Delaporte les rassura, il répondait de tout. En effet, il alla trouver Abbas Pacha, et comme s'il ignorait l'arrivée du malencontreux animal à Boulac, il annonça au Pacha qu'il venait de recevoir des nouvelles du gouvernement français, lequel, éprouvant le besoin d'avoir au Jardin des Plantes un hippopotame mâle, faisait demander au consul s'il n'y aurait pas moyen de se procurer au Caire un animal de ce sexe et de cette espèce. Vous comprenez, Abbas Pacha trouvait le placement de son hippopotame et était en même temps agréable à un gouvernement allié. Il n'y avait pas moyen de faire donner la bastonnade à des gens qui avaient été au-devant des désirs du consul d'une des grandes puissances européennes. D'ailleurs, la question était presque résolue. En vertu de l'entente cordiale qui existait entre les 2 gouvernements, il était évident qu'à un moment donné, où la France prêterait son hippopotame mâle à l'Angleterre, ou l'Angleterre prêterait son hippopotame femelle à la France. Delaporte remercia Abbas Pacha en son nom et au nom de Geoffroy Saint-Hilaire, donna une magnifique prime aux 4 pêcheurs et s'occupa du transport en France de sa ménagerie. D'abord il crut la chose facile, il pensait avoir l'Albatros à sa disposition. Mais l'Albatros reçut l'ordre de faire voile pour je ne sais plus quel port de l'archipel. Force fut à Delaporte de traiter avec un bateau à vapeur des messageries impériales. Ce fut une grande affaire. L'hippopotame avait quelque chose comme 5 ou 6 mois. Il avait énormément profité, il pesait 300 ou 400, exigeait un bassin d'une 15aine de pieds de diamètre. On lui fit confectionner le susdit bassin qui fut aménagé à l'avant du bâtiment. On transporta à bord 100 tonnes d'eau du Nil afin qu'il eût toujours un bain doux et frais. En outre, on embarqua 40 chèvres pour subvenir à sa nourriture. 4 Arabes, un pêcheur, un preneur de lions, un preneur de girafes et un preneur de singes furent embarqués avec les animaux qu'ils avaient amenés. Le tout arriva en 16 jours à Marseille.
Il va sans dire que Delaporte n'avait pas perdu de vue un instant sa première cargaison. À Marseille, il mit sur des trues appropriées à cette destination l'hippopotame et sa suite. Les 30 quadrupèdes, dont 20 quadrumanes, arrivèrent à Paris aussi heureusement qu'ils étaient arrivés à Marseille. À leur arrivée, j'allais leur faire visite. Grâce à Delaporte, je fus admis à l'honneur de saluer les lions, de présenter mes respects à l'hippopotame, de caresser les antilopes, de passer entre les jambes des girafes et d'offrir des noix et des pommes aux singes. Le domestique de Delaporte, qui était le favori de tous ces animaux, semblait jaloux de me voir ainsi fraterniser avec eux. À propos, laissez-moi vous dire un seul petit mot du domestique de Delaporte. C'est un magnifique enfant du Darfour, noir comme un charbon et qui a déjà l'air d'un homme, quoiqu'il n'ait, selon toute probabilité, que 11 ou 12 ans. Je dis selon toute probabilité parce qu'il n'y a pas d'exemple qu'un nègre sache son âge. Celui-là, pardon, j'oubliais de vous dire son nom, il se nomme Abélard. En outre, chose assez commune au reste, d'un nègre à l'égard de son maître, il appelle Delaporte papa. Vous allez voir pourquoi il se nomme Abélard et appelle Delaporte papa. Abélard, qui en ce temps-là n'avait pas encore de nom, ou qui en avait un dont il ne se souvient plus, fut fait prisonnier avec sa mère par une tribu en guerre avec la sienne. Sa mère avait 14 ans et lui en avait 2. On les sépara et on les vendit. La mère fut vendue à un Turc, l'enfant à un négociant chrétien. Nul ne sait ce que devint la mère. Quant à l'enfant, son maître habitait Kenneth. Il vint à Kenneth avec son maître. Nous avons dit que son maître était négociant, mais nous avons oublié de spécifier l'objet de son commerce. Il vendait des étoffes. Un jour, il s'aperçut qu'une pièce d'étoffe lui manquait, et il soupçonna le pauvre petit alors âgé de 6 ans de l'avoir volée. Le procès est vite fait dans toute l'Égypte, et dans la Haute-Égypte surtout, entre un maître et un esclave. Le marchand d'étoffes coucha l'enfant sur le dos, lui passa les jambes dans les entraves, et lui appliqua lui-même, afin d'être sûr qu'il n'y aurait point de tricherie, 50 coups de bâton sous la plante des pieds. Puis, comme le sang s'y était naturellement amassé et que l'on craignait des abcès, qui se terminent souvent par la gangrène, on fit venir un barbier qui entailla chaque plante des pieds de 2 ou 3 coups de rasoir, lesquels permirent au sang de s'épancher. L'enfant fut 1 mois sans pouvoir marcher et boita 2 mois. Au bout de ces 3 mois, le malheur voulut qu'il cassât une soupière. Cette fois, comme le négociant avait reconnu qu'il y avait prodigalité à endommager la plante des pieds d'un nègre, les blessures le rendant impropre au travail pendant 3 mois, ce fut sur une autre partie du corps qu'il lui appliqua les 100 coups. Les nègres ont cette partie du corps, que nous ne nommerons pas, fort sensible à ce qu'il paraît. La punition fut donc encore plus douloureuse à l'enfant que la première. Si douloureuse qu'au risque de ce qui pourrait lui arriver, le lendemain de la punition, il s'enfuit de la maison et se réfugia chez l'oncle de son maître. L'oncle était un brave homme qui garda le fugitif jusqu'à ce qu'il fût guéri, c'est-à-dire environ 1 mois. Au bout d'1 mois, il lui annonça qu'il pouvait rentrer chez son maître. Celui-ci avait juré qu'il ne lui serait rien fait, et même il avait poussé la déférence pour son oncle jusqu'à lui promettre que son protégé serait vendu dans les 24 heures. Or, la promesse de cette vente était une bonne nouvelle pour le malheureux enfant. Il ne croyait pas, à quelques mètres qu'on le vendît, qu'il pût rien perdre à changer de condition. En effet, aucune punition ne fut appliquée au fugitif, et le lendemain, un homme jaune étant venu et l'ayant examiné avec un soin méticuleux, après quelques débats, le prix fut arrêté à 1000 piastres turcs, c'est-à-dire 200 francs à peu près. Les 1000 piastres furent comptés et l'homme jaune emmena l'enfant. Celui-ci suivit sans défiance son nouveau maître, qui demeurait dans un quartier éloigné de la ville, ou plutôt à un jet de flèche de la dernière maison de la ville. Cependant, arrivé à la maison, une certaine répugnance instinctive le tirait en arrière. Mais son maître lui envoya un vigoureux coup de pied dans une partie encore mal cicatrisée. L'enfant poussa un cri et entra dans la maison. Il lui sembla que des cris plaintifs répondaient à son cri. Il regarda derrière lui si la porte était encore ouverte. La porte était fermée, la barre déjà mise. Il se prit à trembler de tous ses membres. Les cris qu'il avait cru entendre devenaient plus distincts. Il n'y avait pas à en douter, on infligeait un supplice quelconque à un ou plusieurs individus. Son nouveau maître, aux frissons qui parcouraient son corps et au claquement de ses dents, devina ce qui se passait en lui. Il le prit par le bras et le poussa dans la chambre d'où partaient les cris. Une douzaine d'enfants de 6 à 7 ans étaient attachés sur des planches comme des pigeons à la crapaudine. Le barbier, qui avait déjà ouvert la plante des pieds du pauvre petit esclave, était là, son rasoir ensanglanté à la main. Le négociant chrétien avait tenu parole à son oncle.
Il avait, comme il le lui avait promis, vendu son esclave. Seulement il l'avait vendu à un marchand d'eunuques. En jetant les yeux autour de lui, en voyant le sort qui lui était réservé, l'enfant se trouva mal. Le barbier jugea la disposition mauvaise pour faire l'opération, et il invita le négociant en chair humaine à la remettre au lendemain. Le maître, qui craignait de perdre les 1000 piastres, y consentit. Il lâcha l'enfant, qui tomba à terre évanoui. L'enfant était tombé près de la porte. Quand il revint à lui, il conserva l'immobilité de l'évanouissement. Il espérait que cette porte s'ouvrirait et que par cette porte il pourrait fuir. Il avait remarqué un escalier éclairé par le haut. Il calcula que cet escalier devait donner sur une terrasse. La porte s'ouvrit, l'enfant ne fit qu'un bond, gagna l'escalier, monta les degrés 4 à 4, gagna la terrasse élevée de 15 ou 18 pieds, sauta de la terrasse à terre et avec la rapidité du vent se dirigea vers la ville. Son maître l'avait poursuivi, mais il n'osa faire le même saut que lui. Il fut obligé de descendre et de le poursuivre par la porte. Pendant ce temps, le fugitif avait gagné plus de 200 pas. Son maître était résolu à le rattraper, lui tenait à ne pas se laisser reprendre. Au reste, sa course avait un but, il s'enfuyait du côté du consulat français. Le beau nom, que le nom de France, qui, quelque part qu'il soit prononcé, signifie liberté. L'enfant se précipita haletant dans la cour. Aveuglé par son avarice, le marchand d'eunuques l'y suivit. Or, de même que le pape Grégoire XVI a rendu un décret qui défend de faire des castrats à Rome, Méhémet Ali a rendu un décret qui défend de faire des eunuques dans ces États. L'enfant n'eut donc qu'à dire à quel péril il venait d'échapper pour que Delaporte, qui par hasard voyageait dans la Haute-Égypte et se trouvait chez son collègue de Kenneth, le prit sous sa protection. D'abord et avant tout, il paya les 1000 piastres au marchand, puis il livra le marchand à la justice du pacha. Le marchand reçut 500 coups de bâton et fut condamné aux galères. L'enfant était libre, mais comme suprême faveur, il demanda à Delaporte de le prendre pour son domestique. Delaporte y consentit et en fit son saïs. C'est en souvenir de ce qu'il a gagné à ce changement de condition que l'enfant appelle Delaporte papa. C'est en mémoire de ce qu'il a failli perdre chez son avant-dernier maître que Delaporte appelle l'enfant Abélard. Cela nous a quelque peu éloignés de l'histoire de notre hippopotame, mais nous y revenons. La France n'eut pas plus tôt la 8e merveille du monde qu'elle se mit à en désirer une 9e. Ce ne fut qu'un cri, qu'un gémissement, qu'une lamentation parmi les savants. Comme la voix de Rachel dans Rama, on entendait pendant la nuit des voix venant du jardin des plantes et qui criaient. À quoi nous sert un hippopotame mâle si nous n'avons pas un hippopotame femelle? Ces voix traversèrent la Méditerranée et firent tressaillir Halim Pacha au milieu de son harem. Ne laissons pas se désoler ainsi un peuple chez lequel nous avons fait notre éducation, dit-il à son frère Saïd, et prouvons-lui que nous sommes restés turcs en nous montrant reconnaissants. Et il ordonna qu'à tout prix une femelle d'hippopotame fût prise dans le Nil blanc et envoyée au Caire. Il y a un pays où le moins possible est bien autrement inconnu qu'en France, c'est l'Égypte. Au bout d'un an, on annonça par un messager, à Halim Pacha, que ses désirs étaient remplis. Au bout de 16 mois, la femelle, âgée de 6 mois et quelques jours, arriva au Caire. Enfin, dans le commencement de son 7e mois, elle fut embarquée à bord d'un navire de l'État, avec de l'eau du Nil pour 30 jours, et 35 chèvres dont le lait servait à sa nourriture. Au bout de 17 jours, le bâtiment aborda à Marseille. Pendant ce temps, j'avais fait plus ample connaissance avec le mâle. Delaporte, qui était resté 4 mois en France, était allé passer 3 de ces 4 mois dans sa famille et était revenu à Paris. Aussitôt son retour, il était venu me chercher pour aller voir son hippopotame au jardin des plantes. Son hippopotame pouvait avoir de 8 à 9 mois. Il y avait 3 mois qu'il n'avait vu Delaporte. Voici ce que je puis constater à l'honneur de l'hippopotame, et c'est à regret que je contredis sur ce point l'opinion de mon honorable et savant ami Geoffroy Saint-Hilaire, qui prétend que l'hippopotame est une créature privée de tout sentiment généreux. Dès que nous entrâmes dans l'enceinte réservée, l'hippopotame, qui était au fond de l'eau, reparut à la surface. Puis, lorsque Delaporte l'eut appelé de son nom arabe, l'animal accourut avec les démonstrations de joie les plus vives, et avec des grognements de satisfaction pouvant équivaloir à ceux que pousserait un troupeau d'une trentaine de porcs. Rappelons un fait que le lecteur n'a pas oublié, c'est que le père et la mère du susdit hippopotame s'étaient fait tuer l'un après l'autre en défendant leurs petits. Il y a loin de là, à cet axiome si hardiment avancé par notre savant ami Geoffroy Saint-Hilaire, qu'il est commun que les femelles des mammifères abandonnent leurs petits et même les dévorent, et qu'il n'y a pas d'animaux aussi brutaux et aussi colères que les hippopotames. On verra l'explication que nous donnerons, nous qui ne sommes pas un savant,
de cette brutalité de notre hippopotame femelle à l'endroit de son petit. À peine fut-elle arrivée à Paris, au bout de 17 jours, ayant encore par conséquent pour 13 jours d'eau du Nil, que quoiqu'elle n'eût que 7 mois, l'hippopotame mâle, qui en avait 17, se rua sur elle avec une brutalité qui faisait plus d'honneur à sa passion qu'à sa courtoisie. Il résulta de cette brutalité une première gestation qui dura 14 mois. Au bout de 14 mois, c'est-à-dire 22 mois, la femelle mit bas un petit hippopotame. La parturition eut lieu dans l'eau, soudainement, sans que la femelle eût annoncé par aucun signe que cette parturition fût si proche. À peine eut-elle mis bas, à peine le petit fut-il venu à la surface de l'eau pour respirer, que les savants furent prévenus et accoururent. Bien leur en prit de s'être hâtés, car 10 ou 12 heures après sa naissance, la femelle se jeta sur son petit, et d'une de ses défenses le blessa mortellement. Disons en passant que lorsque la gueule de l'hippopotame s'ouvre dans sa plus grande étendue, soit en jouant, soit en bâillant, soit en absorbant une gerbe de carottes, elle mesure 1 mètre d'étendue d'une mâchoire à l'autre. Les savants étaient désolés de cette mort, attendu que les naturalistes avaient généralement affirmé que l'hippopotame était unipare, c'est-à-dire ne mettait bas qu'une seule fois. Il est vrai qu'unipare veut aussi bien dire, à mon avis, que l'hippopotame ne met bas qu'un seul petit à la fois. La désolation au reste ne fut pas longue. Le gardien des 2 animaux annonça bientôt à ces mêmes savants que, si des prévisions ne le trompaient pas, la femelle hippopotame donnerait dans 14 mois un nouveau produit. 14 mois après, jour pour jour, la femelle manifesta l'intention d'aller au bassin préparé pour faire ses couches, et après une seule douleur qui se manifesta par une violente crispation, elle mit au monde son second petit. Les savants furent prévenus de nouveau. Ils accoururent, virent le petit animal nageant à la surface du bassin, se couchant délicatement sur le cou et sur le dos de sa mère, qui l'allaitait en levant la cuisse. Seulement, du lundi au mercredi matin, c'est-à-dire pendant l'espace de 48 heures environ, ni le petit ni la mère ne sortirent de l'eau. Le mâle paraissait indifférent, mais non pas hostile à sa progéniture. Le mercredi matin, le petit commença de sortir du bassin et de se coucher au soleil. On envoya aussitôt chercher les savants, qui vinrent, qui l'examinèrent et le mesurèrent. Il portait près d'1,35 m d'une extrémité à l'autre, et grossissait à vue d'œil comme si on l'eût soufflé. Rapport d'un témoin oculaire. Au nombre des savants est un fort bon et fort aimable homme, M. Prévost, que la femelle hippopotame, malgré toutes les avances qu'il lui a faites et lui fait journellement, a pris en grippe. Elle ne peut pas le voir, et sitôt qu'elle le voit, sort de son bassin et essaie de le charger. M. Geoffroy-Saint-Hilaire lui-même, malgré la haute position qu'il occupe, non seulement au jardin des plantes, mais encore dans la science, n'a jamais pu familiariser avec le pachyderme. Ce qui pourrait bien avoir eu une influence sur le jugement un peu sévère qu'il emporte, contradictoirement à l'opinion de son confrère, le savant allemand Funk, qui dit, dans son Histoire naturelle, édition de Leipzig 1811, que la nature de l'hippopotame est douce et inoffensive. Ajoutons que, pendant la soirée qui précéda le meurtre commis par l'hippopotame sur son petit, messieurs les savants se livrèrent à une grande chasse aux rats, les moyens de destruction étant le pistolet, et les savants, chose reconnue, ne maniant pas cette arme avec une supériorité remarquable, il y eut peu de rats tués, mais beaucoup de coups de pistolet tirés et beaucoup de bruit fait. Ce bruit parut vivement inquiéter la femelle de l'hippopotame. Vers 1 heure du matin, le gardien de veille vit sortir de l'eau le petit hippopotame se traînant à peine, et paraissant visiblement souffrir. Au bout de quelques pas, il se coucha, avec un gémissement, au bord de son bassin. Le gardien courut à lui et reconnut 6 blessures, dont une mortelle traversant le poumon. Il courut à M. Prévost, le réveilla, et lui annonça que, s'il voulait voir le petit hippopotame vivant, il lui fallait se hâter. M. Prévost se hâta et reçut le dernier soupir du petit hippopotame, sans que la mère, à ce triste spectacle, manifestât autre chose que son mécontentement de l'introduction d'un étranger dans son domicile. Vers 2 heures du matin, le petit hippopotame rendit le dernier soupir. Maintenant, nous qui n'avons jamais eu aucune prétention à la science, mais qui sommes un homme pratique, ayant vécu parmi les animaux domestiques et sauvages, présentons une bien humble observation à messieurs les savants. C'est que les animaux domestiques seuls tolèrent la présence et l'attouchement de l'homme à l'endroit de leurs petits. Encore a-t-on remarqué que les chiens et les chats, dont on avait tué, comme cela arrive souvent 3 ou 4 petits pour ne leur en laisser qu'un ou 2, ou se cachaient pour mettre bas lors d'une nouvelle parturition, ou, voyant que l'on avait touché à leurs petits, les emportaient et les cachaient du mieux qu'il leur était possible pour les enlever à la main destructrice de l'homme.
Mais il en est bien pis des animaux sauvages. Beaucoup de quadrupèdes, voyant l'endroit où ils ont été déposés et où ils allaitent leurs petits découverts, les abandonnent et les laissent mourir de faim. Quant aux oiseaux des forêts, même des jardins, il suffit de toucher à leurs œufs pour qu'ils renoncent à l'incubation et que ces œufs soient perdus. Il est vrai qu'ils tiennent davantage à leurs petits. Cependant, citons un fait qui se passe fréquemment à l'endroit de ceux-ci. Souvent, des enfants ayant découvert à quelques pas de la maison qu'ils habitent, dans le jardin qu'ils fréquentent, un nid soit de chardonnerets, soit de pinsons, soit de fauvettes, et voulant se dispenser de la peine d'élever les petits, ou croyant les faire élever plus sûrement par la mère, mettent les oisillons dans une cage, à travers les barreaux de laquelle les parents viennent les nourrir pendant un certain temps. Mais lorsque le moment est venu où les petits devraient les suivre et en sont empêchés par leur captivité, les parents les abandonnent et les laissent mourir de faim. Aussi, n'ôterez-vous pas de l'idée des petits paysans que, lorsqu'un amateur d'ornithologie emploie ce moyen économique de se procurer des oisillons, le père et la mère, plutôt que de laisser leurs petits en captivité, les empoisonnent. L'infanticide existerait donc, dans ce cas, chez ces innocents chanteurs, que l'on appelle le chardonneret, le pinson, la fauvette, comme chez ce féroce amphibie qu'on appelle l'hippopotame. Non, mais le fait irrécusable est celui-ci. Tout animal sauvage a horreur de la captivité et de l'homme qui la lui impose. Tant qu'il est petit, tant qu'il a besoin des soins de l'homme, il semble oublier qu'il était fait pour la liberté. Mais en grandissant, il redevient sauvage, et l'oiseau qui, lorsqu'il ne mangeait pas seul, venait chercher sa nourriture dans votre main, après 1 an de cage, c'est-à-dire lorsqu'il devrait être habitué à la captivité, se débat, s'effarouche et essaie de fuir lorsque cette même main, dont petit, il se faisait un perchoir, va le chercher et essaie de le prendre dans sa cage. Eh bien, il est arrivé pour l'hippopotame, animal essentiellement sauvage et farouche, ce qui arrive aux oiseaux dont on touche la couvée, ce qui arrive même aux animaux domestiques dont on a décimé les petits. Acceptant la captivité, l'attouchement de l'homme pour elle-même, l'hippopotame ne les a pas acceptés pour sa progéniture. Elle a tué son petit non point parce qu'elle était mauvaise mère, mais parce qu'elle était trop bonne mère. Maintenant, quoique peu de temps se soit écoulé depuis ce crime, l'hippopotame femelle se trouve déjà, comme disent nos voisins d'outre-Manche, dans un état intéressant. Que messieurs les savants attendent patiemment le 14e mois de gestation, qu'ils séparent l'hippopotame mâle de l'hippopotame femelle, qu'ils laissent cette dernière seule avec son petit, sans la regarder, sans la toucher, en lui jetant ses carottes et ses navets par une ouverture quelconque, qu'ils prennent un autre moment que celui de la naissance de leur jeune pachyderme pour faire à coups de pistolet la chasse aux rats, et ils verront que, dans la solitude, loin du regard, de l'attouchement et de la curiosité de l'homme, la mauvaise mère redeviendra bonne mère, et qu'ils auront, comme on dit en termes de science, la satisfaction d'obtenir un produit. Terminons ce récit par une anecdote sur messieurs les savants, qui rappellera, d'une singulière façon, la spirituelle fable de la poule aux œufs d'or. Un de mes amis, le célèbre voyageur Arnaud, avait, au péril de sa vie, ramené de l'ancienne Saba un âne hermaphrodite, tranchant comme Alexandre, ce nœud gordien de la science, qui avait déclaré que l'hermaphrodisme était un des rêves de l'Antiquité. L'âne hermaphrodite répondait victorieusement à tous les doutes. Il pouvait féconder, il pouvait être fécondé. Les savants n'y ont pas tenu, au lieu de conserver précieusement un pareil sujet, bien autrement rare que l'hippopotame, puisqu'il était sinon unique, du moins le seul connu, ils l'ont tué, ouvert et disséqué. Avouez que la femelle de l'hippopotame, qui connaît peut-être l'anecdote de l'âne hermaphrodite, a bien raison de ne pas permettre aux savants de toucher à son petit.